simulation élément fini et donc les avancées, le développement récent dans cette classe de matériaux. Je présente ici l'historique du développement. Ça a été donc un incident en 1960 qu'une goutte de métal hors silicium tombée sur un sol froid et la découverte était donc cette médaille métallique a perdu sa structure cristalline et est devenue amorphe. Ce qui est intéressant, ce sont les propriétés qui ont été intrinsèquement changées, et ça a pris de l'ampleur en 1990. C'est l'équipe du professeur Inoue, Akihisa Inoue, professeur où j'ai intégré son équipe, et aujourd'hui c'est un centre de recherche en matériaux avancés énergie. Donc au cours de ces décennies-là, le point de flexion où le bond a été réalisé en fait dans ces 2 dernières décennies avec la fabrication additive, et en particulier les modèles d'intelligence artificielle. Donc ces modèles-là qui sont donnés une impulsion et une diversité au niveau de cette nouvelle classe de matériaux, et ça a permis en fait de redéfinir, retaper la conception de ces mélanges-là. Donc ces modèles d'intelligence artificielle, en fait, ça a permis en fait d'améliorer à la fois les performances, les propriétés mécaniques, les propriétés en fait, mais également la rapidité qu'elle a engendrée. Et ça, comme on le voit, ce sont donc des références en 2023, 2020, sont donc concernant ces alliages métalliques qu'on qualifie donc de verre métallique. Là, qu'est-ce que ça veut dire rapidement, cet amorphe métallique ou bien les verres, comment on les prépare, quels sont les différents types, leurs propriétés et donc les diverses applications qui sont issues à partir donc de ces alliages, de ces matériaux qui sont sous la famille des alliages métalliques, mais ils se distinguent par leur spécificité. En réalité, là, ce que j'ai une schématisation très simple. Que devant nous ici, l'alliage métallique classique, qui est un ordre des plans cristallographiques, etc., et des propriétés, alors que l'amorphe est complètement désordonné, ce qui engendre bien sûr des modifications dans les propriétés mécaniques, dans les propriétés physiques, etc. Donc là, ceci est dû en fait aux techniques non conventionnelles qui sont
en fait appliquées, que se sont donc développées au fur et à mesure. Là, c'est le melt spinning, le planar flow casting. On voit que, en fait, dans cette technique, ça permet des vitesses de refroidissement et ça permet d'avoir de mètres de fil jusqu'à des kilomètres, en fait, de fils d'amorphe métallique qui sont obtenus à une grande vitesse de rotation et une grande extraction donc, de chaleur à partir donc, de cet alliage métallique. Donc, cet aspect donc, de désordre, où ce liquide figé à la température aura ultérieurement donc, des propriétés, que ce soit de surface ou bien dans la masse. Là, c'est la seconde technique, le planar flow. Ce sont les bandes ou bien les tôles qui sont donc exploitées, que ce soit en dans les moteurs électriques, d'autres. Donc, le melt spinning ou bien donc, le planar flow permet donc une extraction, permet de figer l'état liquide à l'état solide. Qu'est-ce qu'ils ont donc de particulier dans ces alliages-là? Bien sûr, dans cette illustration, ce sont donc d'autres méthodes et techniques donc, non conventionnelles d'élaboration ou de mise en forme d'alliages amorphes plus massifs et destinés donc à des applications de prothèses. De prothèses, ça c'est le creuset froid et des moules. Donc, d'autres techniques qui reposent sur le compactage, donc ça s'appelle la mécanosynthèse, et sous forme donc, de poudre, compactage, et on a donc d'alliage massif, d'alliage amorphe massif. Ces types en fait d'alliages métalliques sont constitués soit d'éléments métaux à base donc de ou bien métaux métalloïdes. Donc c'est cette combinaison qui rend en fait la recherche ou la définition de facteurs permettant donc d'avoir une capacité d'amorphisation a conduit à l'observation en fait de deux types. Les amorphes de type donc, présentant une température donc, de cristallisation et un autre type donc d'amorphe métallique, c'est le type présentant donc un intervalle de température, ça s'appelle le TG. Le TG, TG ou température de transition vitreuse. En fait, c'est un domaine c'est un domaine de température permettant donc là d'avoir un état d'alliage soft, un état d'alliage mou, permettant en fait d'exécuter des formes complexes et de faciliter en fait la mise en forme. Donc ce second type permettant également d'avoir donc une diversité d'applications où grâce à la modification de plusieurs types en fait, de propriétés, en particulier on voit ici les propriétés mécaniques que les propriétés physiques. Et là, donc je vais en termes de forte élasticité,
rigidité, de résistance donc, à la rupture. Donc cet état amorphe, sans jointe de grain, sans dislocation, a suscité en fait l'intérêt d'approfondir l'exploitation en fait de ces alliages dans les applications telles que les ressorts, tant que les engrenages. Donc ce que j'avais montré tout à l'heure concernant l'intervalle qu'on appelle intervalle de ramollissement de l'alliage métallique, ce qui est entre la transition vitreuse et la température de cristallisation, permettant en fait d'achever de diverses pièces de différentes natures, les micromachines, par la technique en fait de lithographie. Là, ce que je représente ici, ce sont la texturation de surface. Un exemple de texturation de surface. Donc je vais rapidement passer en revue les différentes capacités et performances obtenues à partir de ces amorphes métalliques en comparant ici des micro-engrenages. Les les micro-engrenages fabriqués à partir donc, des alliages classiques cristallins par rapport par exemple aux amorphes métalliques à base de nickel ici, qui présentent une meilleure durabilité et une résistance à l'usure supérieure, en plus de la capacité de formage, la capacité d'être façonné grâce en fait à cet état de softening, cet état donc ramolli de la matière métallique. Donc d'autres secteurs comme j'avais dit, les implants ou ces alliages-là, grâce en fait à des montres, donc ce sont des alliages amorphes à base donc de magnésium, présentent d'exemples d'implants de propriétés, que ce soit au niveau de la croissance en fait d'os, une régénération, qu'une résistance donc à la corrosion, qu'une durabilité. C'était donc des essais ici répertoriés récents sur donc les rats. Et ça grâce à leur shape forming capability. Là, rapidement, l'intérêt que j'avais présenté tout à l'heure de propriété, est face à un problème. Le problème, c'est la faible plasticité macroscopique. Donc là, je vais rapidement parcourir la raison pour laquelle, comment d'abord surmonter cette faible plasticité macroscopique et quelles sont donc les approches adoptées dans cette classe d'alliage métallique amorphe. Il y a des facteurs qui sont déjà explorés par les auteurs, en particulier, par exemple, rendre
rendre le coefficient de poisson de la matière de ce mélange d'éléments métalliques ayant un rapport module de cisaillement sur le module de compressibilité le plus faible que possible. Établir donc une microstructure particulière de défauts et de bandes. Donc ce sont des stratégies développées pour améliorer en fait cette plasticité macro recherchée. Bon, là c'est un exemple de confrontation entre des essais de traction et des essais en fait de compression. Là, on voit que c'est un comportement qui est typiquement élastique. Alors que là, c'est le comportement élastoplastique parfait. Donc, l'avantage que présente c'est comme on le voit, en fait, cette élongation, cette déformation, presque 1500%, c'est pas à la température ambiante. Ça, c'est à l'intérieur de l'intervalle où la matière, elle devient molle, elle devient super élastoplastique. Et qui distingue donc cette classe des matériaux purement comme ici élastiques, où automatiquement on n'aura jamais ça c'est au niveau de la température ambiante, alors que là c'est façonné à une température en général supérieure à TG, inférieure à TX, c'est-à-dire une température qui est au-dessus de la température ambiante. Bon, là, c'est en compression, on voit comment le cylindre s'est transformé en disque, démontrant la grande déformation. Là, c'est la fractographie qui est représentée. Donc, c'est l'aspect fragile. Le faciès, d'une rupture dans le domaine élastique, et on se trouve avec des cupules, etc., qui traduisent une certaine plasticité locale. Donc là, c'est une illustration des défauts, comme on a dit qu'il n'y a ni dislocation ni jointe de grain à l'intérieur de ces matériaux. On se trouve avec les bandes de glissement. En fait, ce sont des travaux qui ont été réalisés dans le cadre des travaux de thèse. Pour surmonter ce problème, nous avons adopté, comme d'autres groupes, les revêtements, la protection par l'intérieur de revêtements pour prolonger la durabilité en fait de la pièce. C'est dans le cadre des travaux de thèse, dans le cadre de développement de couches, de monocouches ou bien de multicouches. Et là, c'est une simulation qui démontre l'impact de l'épaisseur du revêtement sur l'atténuation de la contrainte équivalente de von Mises. Là, c'est un revêtement multicouche et revêtement monolithique. Monolithique dur, alors que multicouche avec une couche revêtement mou, dur, ça permet en fait de réduire les contraintes et par conséquent l'impact sur la marge métallique. La seconde approche, c'est le grattage. Là, c'est
travail récent dans lequel, comme le groupe de Cambridge, groupe britannique, utilisait le grenaillage pour donner des contraintes de compression au niveau de la surface et contrecarrer en fait cette limite de cette faible plasticité. Donc là, cette confrontation donc microscopie à balayage, simulation éléments finis, où ça nous a en fait permis de comprendre l'écoulement de vente, et nous allons donc le voir plus en détail dans l'exposé ultérieur qui va être présenté par Céline. Donc la caractérisation de la notation et les paramètres qui peuvent être extraits à partir de ces essais-là, en particulier les paramètres donc, de modèle réduit, de dureté, etc., qui sont exploités pour optimiser les conditions en fait, de galtage. Donc, dans notre travail, nous avons également intéressé aux contraintes résiduelles donc, de compression induites par ce galtage-là et sa profondeur de pénétration. Chose que, permettant de nous clarifier le mécanisme d'amélioration de la tenue, de la performance en fait de nos pièces, de nos échantillons. Donc en conclusion, nous avons dans cette nouvelle classe, qu'aujourd'hui, bien sûr, avec les orientations ou l'intérêt international vers la préservation de la santé et la réduction des matières polymériques, en particulier les pollutions au niveau de végétation, que ce soit au niveau donc, de l'environnement animal et par conséquence une agression donc, de l'environnement, une agression de la santé humaine et donc reste les alliages métalliques représentent et le développement de ces alliages avec des propriétés qui peuvent être réalisées de façon multi-échelle reste une solution à la réduction, l'élimination, la réduction de l'effet du plastique sur l'environnement, l'effet. Donc, à travers également de plusieurs, donc, actuellement, des laboratoires ou donc développement la fabrication additive et dans des formes complexes, en particulier des géométries oxydiques, également sous forme ayant des propriétés donc magnétiques, électriques, catalytiques. Donc en tout cas, j'espère, là, je vais donner rapidement donc, les développements dans cette nouvelle classe donc, de matériaux. Je vous remercie pour votre présence. Merci, Star. Des questions?
ça, peut-être que tout le monde m'entend. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, c'est des matériaux nouveaux, je ne connais vraiment pas du tout, à vrai dire. Hein. Les applications, je pense, c'est des applications très particulières dans le domaine du génie mécanique. Et ma question est la suivante: quel est son impact environnemental en termes de fabrication, en fait, ce matériau? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est un matériau très impactant, comme l'est par exemple l'acier, ou pas? Quelle est sa facture environnementale? Justement, l'intérêt porté à cette... en fait, elle n'est plus une nouvelle classe, puisque c'est des alliages de type métallique. Les aciers sont métalliques et son impact environnemental est réduit grâce au recyclage, parce que c'est une matière qui peut être presque donc, à un taux donc, de recyclage très important, les aciers éléphants. Contrairement à cette classe d'amorphes métalliques a un grand avantage. En plus d'avoir donc une recyclabilité élevée, pourtant ce sont des alliages métalliques. Ce qui change, c'est leur structure. Au lieu d'être ordonnée, cristalline, etc., elle est désordonnée. Ou deuxième, c'est la faculté, c'est qu'elle se distingue intrinsèquement par une capacité à être donc mis sous forme complexe, comme il s'agit d'un comportement de matière plastique. Elle se façonne facilement sous des formes complexes. Donc ça a donné la faculté de l'utiliser sous forme de tôle mince, ou bien donc de ruban, ou bien de fil, ou bien de structure donc de ressort à différentes échelles, l'échelle micro vers avec la fabrication additive aujourd'hui, c'est quelle que soit donc dimension souhaitée. Donc non seulement que ça réunit l'agréable je dirais souci de ne plus avoir de problème donc, de plasticité. Au contraire, donc, cette fabrication additive, bien que les défauts dus aux problèmes de dérive thermique, ces défauts-là, dans les amorphes métalliques, donc, travaillent dans l'intérêt du comportement mécanique. Encore plus d'hétérogénéité qui sont favorables à un mécanisme. Là, il n'y a pas de dislocation, il n'y a pas de joint de grains, il y a ce qu'on appelle des bandes de glissement. Et l'interaction entre ces bandes de glissement sont très dynamiques, ils sont très actifs lorsqu'il y a ces hétérogénéités. Ces hétérogénéités introduites par la fabrication additive, en particulier le selective laser melting. Donc les températures mises en jeu pour la mise en forme, elles sont de quelle ordre? Dans la fabrication additive, c'est la température du laser. C'est des températures très importantes. Par contre, au niveau de la formabilité et la capacité, ce sont des températures dans les amorphes de l'ordre de 250, 230. C'est un intervalle jusqu'à 310. Ça dépend de là. Ça dépend. Ça dépend de la composition, des éléments d'addition qui constituent cette amorphe métallique. Et aujourd'hui, avec la grande surprise, c'est que des modèles d'intelligence artificielle sont là pour nous proposer des compositions d'éléments d'addition, etc., qui permettent d'avoir des amorphes métalliques encore avec des propriétés supérieures. Ça, c'est ce que... Merci pour la question.
Merci, professeur Zemzimi. Maintenant, nous allons donc enchaîner, ouvrir la session avec Madame Rodin et Hichem.